la soirée. Alors j'ai une voix très caverneuse, mais je vais quand même essayer de vous raconter ma vie. Donc je suis Annick Bureau de Leonardo Olatz et voici Marjorie Tarjon de la Diagonale Paris-Saclay, et on est vraiment très heureuses toutes les deux de vous accueillir ce soir à cette rencontre laser. Donc bienvenue à la rencontre laser Paris. Donc la rencontre de ce soir est un peu particulière à plusieurs titres. Elle s'inscrit d'une part dans un projet porté par Leonardo Olatz, dont Leonardo Olatz est partenaire, qui est le projet Roots and Seeds 21, Biodiversity Crisis and Plant Resistance, donc crise de la biodiversité et résistance des plantes. Et c'est un projet où il s'agit de reconsidérer notre relation aux plantes et à la crise de la biodiversité sous son aspect végétal, dans une approche art-science plurielle. Donc c'est un projet européen qui est soutenu par le programme Creative Europe de l'Union européenne, qui est porté, alors pour le coup, par l'agence Coartis à Barcelone, avec pour partenaire le festival Ars Electronica à Linz en Autriche, donc Leonardo Olatz, l'Université de Barcelone et l'Institut de botanique de Barcelone. C'est dans les choses qu'on va faire. Il y a d'une part des workshops, donc des ateliers, cartographie d'un jardin. Il y en a eu un à Barcelone, un à Linz, et le troisième se tient la semaine prochaine à Paris. C'est fermé, c'est sur invitation. Il y a la production de nouvelles œuvres sous la direction de Coartis, une série de podcasts, une autre rencontre laser au mois d'avril 2022. Alors on croise les doigts, ça devrait être avec les artistes qui auront été soutenus par le projet. Donc ce soir, la totalité de la programmation est organisée autour de cette thématique, autour de ce projet. Donc c'est un peu une édition spéciale. Donc la soirée de ce soir est dans un format, comme je disais, dans un contexte et dans un format un peu inhabituel. Au lieu des deux duos artistes scientifiques habituels des rencontres Laser Paris, ce soir nous avons 3 présentations indépendantes. Donc une par Amandine Cornille, une par Marjolaine Dijkman et une par Marc Williams de Bonneau. Et donc un point qui m'a semblé, en tout cas qui moi me semble important, c'est que qu'on le veuille ou non, on fait une hiérarchie dans le vivant. Même si aujourd'hui, face à la crise de la biodiversité et à la disparition des espèces, le végétal commence à trouver sa place, y compris dans la recherche scientifique, dans les projets d'artistes. Il y a d'innombrables recherches scientifiques qui sont maintenant mieux connues du grand public et d'innombrables projets artistiques. Mais néanmoins, on a quand même toujours cette hiérarchie où il y a nous, les animaux, les autres animaux, et puis les végétaux, puis le reste. Et de la même façon, au sein des espèces, enfin, au sein des règnes, certaines espèces à nos yeux ont plus d'attrait que d'autres. Et encore une fois, qu'on le reconnaisse ou non. Et comme pour le règne animal, l'ours polaire est un peu cet animal iconique de la crise climatique, l'arbre est aussi dans le monde végétal une espèce emblématique et qui nous aimante. Donc bref, cet arbre va être un petit peu un fil conducteur et un fil sous-jacent à toute la soirée. Donc je vais inviter Amandine Cornille pour sa présentation. Je vais essayer de la présenter. Et là, je lis. Elle est chercheuse CNRS, chef d'équipe à type électrique, écologie et génomique des interactions multi-espèces au laboratoire génétique quantitative et évolution, le Moulon, donc Université Paris-Saclay, avec l'INRAE, le CNRS, AgroParisTech. Et son intervention s'intitule « Les tribulations du pommier cultivé en Eurasie, une histoire complexe de domestication et vers une conservation raisonnée de ses apparentés sauvages ».
Donc bonjour à tous, enfin plutôt bonsoir, et c'est un plaisir d'être ici avec vous ce soir, et merci encore pour l'invitation. C'est vrai que je découvre les rencontres laser, on a beaucoup travaillé avec la Diagonale, et du coup c'est un plaisir aussi de présenter un peu tout ce qu'on a fait ensemble. Donc aujourd'hui, en fait, je vais vous montrer un peu le résultat de nos recherches depuis à peu près les 10 dernières années sur la compréhension de l'histoire de la domestication du pommier en utilisant des outils de génétique. Donc, depuis Darwin, on essaye de comprendre quels sont les processus évolutifs à l'origine de la diversité morphologique, phénologique, physiologique, ici chez les plantes par exemple. Et en particulier, on essaye de comprendre les processus à l'origine de ce qu'on appelle, nous, la divergence, à savoir la différenciation, ici, entre différentes lignées évolutives qui peut amener à de nouvelles variétés, de nouvelles populations, de nouvelles espèces. Donc ça, c'est la seule figure du livre de Darwin, L'origine des espèces. Et historiquement, en particulier, on essaye de comprendre quel est le rôle de la fameuse sélection naturelle durant ces processus de divergence. Par exemple, entre le taxa 1 et le taxa 2, donc par exemple ici l'ours brun et l'ours blanc, dans deux environnements différents, versus le rôle de ce que nous on appelle les flux de gènes. Alors qu'est-ce que c'est les flux de gènes? C'est l'échange de gènes entre populations. Il faut que vous imaginez que nous, on ne travaille pas à l'échelle d'individus. On considère qu'un individu, en fait, c'est un lot de gènes, un lot d'allèles qui se baladent entre populations. Donc on parle de flux de gènes. Et en fait, on essaie de comprendre quel est le rôle de cette sélection naturelle versus les flux de gènes. Alors les flux de gènes, ils peuvent intervenir de deux manières durant la divergence de deux taxons. Soit on va avoir mis en place de barrières aux flux de gènes, donc ça peut être une barrière physique, géographique, par exemple des montagnes, qui vont limiter en fait les flux de gènes entre populations, et à ce moment-là, on peut avoir divergence des deux taxons. Ou alors, on peut avoir des introgressions, c'est-à-dire qu'on a un troisième taxon, une autre espèce par exemple, qui va venir introgresser, c'est-à-dire qui va s'hybrider en fait avec le taxon 2, ce qui va amener la divergence du taxon 2 et du taxon 1. Donc en fait, à l'heure actuelle, encore, on connaît encore très peu le rôle de la sélection naturelle et de ces flux de gènes. En fait, quelle est la balance entre ces deux processus essentiels en évolution? Et un moyen, en fait, pour répondre à cette question, c'est de reconstruire les histoires de divergence de notre modèle d'étude. Donc de reconstruire leur histoire dans le passé, et ensuite de tester si oui ou non on a eu adaptation. Parce qu'on parle beaucoup d'adaptation des populations, mais toutes les populations ne s'adaptent pas à leur environnement. Donc nous, on fait d'abord les reconstructions d'histoire de divergence et après on teste pour l'adaptation. Alors la domestication, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un processus de coévolution entre l'humain qui va venir chercher des populations ou des espèces qui présentent des caractères d'intérêt. Par exemple ici la théocinthe, qui est l'ancêtre du maïs, et qui, suite à un certain nombre de générations de sélection, et aussi de ce qu'on appelle des goulets d'étranglement, c'est-à-dire qu'on prend un certain nombre d'individus dans des populations, on ne va pas prendre toute la population, mais que certains individus. Et ces processus de sélection et démographique vont amener la divergence d'un taxon cultivé. Et en fait, c'est ce qu'on appelle la domestication. La domestication, ça a été un modèle d'étude pour Darwin pour comprendre le rôle de la sélection naturelle, par exemple, durant la domestication des pigeons, et mieux comprendre les processus de divergence, les processus de spéciation. Et il s'avère que pour nous, c'est un super modèle d'étude parce qu'en effet, c'est un processus de divergence récent puisque la domestication a eu lieu il y a environ 10 000 ans. En termes évolutifs, c'est rien du tout. Pendant ce processus de divergence, on a à la fois la sélection pour des traits d'intérêt. Par exemple, ici, si on compare un épi de théocinthe et un épi de maïs, clairement, en termes de taille de grain, il y a une différence claire et nette. Et par exemple, ici, on a un pommier sauvage et une pomme cultivée, ou ici, on a une tomate sauvage et une tomate cultivée. Et en même temps, on a encore beaucoup d'échanges génétiques entre taxons cultivés et taxons sauvages, puisque en fait, c'est des taxons qui ont divergé très récemment, donc les barrières reproductives ne sont pas encore installées. Donc pour nous, c'est un super modèle d'étude. Et en fait, qu'est-ce qu'on sait du pommier? Ce pommier que vous mangez peut-être tous les jours, je ne sais pas, mais peut-être que vous le mangez tous les jours. Il y a une énorme diversité qu'on peut trouver sur le marché, dans les vergers conservatoires. Tous les pommiers que vous trouvez sur le marché, c'est ce qu'on appelle, nous, Malus domestica, c'est le nom de l'espèce, c'est celle qui produit l'ensemble des variétés que vous pouvez trouver à l'heure actuelle. Et qu'est-ce qu'on sait? Quelle est l'origine de la diversité qu'on observe dans ces marchés? Quel est le rôle des flux de gènes et de la sélection dans l'histoire de la domestication du pommier? Je vais vous montrer en fait aujourd'hui comment la génétique a permis de répondre à ces questions et en particulier sur le rôle des flux de gènes et l'impact sur les pommiers sauvages, donc les apparentés sauvages.
Donc en général, quand on s'intéresse à l'histoire de la domestication du pommier, on s'intéresse à 4 espèces sauvages présentes en Eurasie. Tout d'abord, le pommier sauvage européen, donc Malus sylvestris, qui est l'une des espèces sur laquelle je travaille le plus. Donc Malus sylvestris est distribué à travers l'Europe. Vous pouvez trouver des Malus sylvestris à Fontainebleau, à Dourdan, un peu partout. Ensuite, il y a Malus orientalis dans le Caucase. Donc c'est le pommier sauvage caucasien qu'on retrouve en Iran, en Arménie, en Russie principalement. Ensuite, le pommier sauvage d'Asie centrale, Malus sieversii, qui est probablement celui dont tout le monde a entendu parler quand on s'intéresse un peu à la pomme, qui est supposé être le progéniteur du pommier cultivé, qui est présent dans le Kazakhstan, en Kazakhstan, Kyrgyzstan, Ouzbékistan, Tadjikistan. Et ensuite, on a Malus baccata, qui est un peu notre espèce qu'on appelle notre groupe extérieur dans nos analyses, qui est présent à travers la Russie, et on sait maintenant qu'il y a énormément de population en Chine. Et donc, quand on a commencé à étudier l'histoire de la domestication du pommier, donc c'était au début de ma thèse, il y a environ une dizaine d'années maintenant, ça passe vite, on a commencé à s'intéresser à ces espèces sauvages qui étaient supposées être contributrices au génome du pommier cultivé, et à essayer de quantifier les flux de gènes, le rôle des flux de gènes pendant la domestication, et aussi le devenir des espèces apparentées sauvages. Donc si on essaye de regarder ça historiquement, qu'est-ce qu'on savait sur l'histoire de la domestication du pommier ? Tout a commencé plus ou moins quand Vavilov, qui a été assez précurseur en fait, sans données génétiques, qui a dit voilà, l'origine du pommier, c'est dans le Tian Shan en Asie centrale à partir de Malus sieversii, qui est le pommier sauvage d'Asie centrale. Donc le Tian Shan en fait, c'est une chaîne de montagnes entre le nord de la Chine, le Kyrgyzstan, le Kazakhstan. Et en fait, dans ces forêts, dans ces montagnes, pardon, vous avez des forêts qui ressemblent un peu à ça. Donc, ce n'est pas des forêts qui ressemblent aux nôtres, hein. C'est des forêts d'arbustes où vous trouvez des abricots, des pommiers, enfin, vous trouvez tous les fruitiers. Vous pouvez survivre dans ces forêts, il n'y a aucun souci pendant des mois. Bon, il y a des ours, mais à part ça, vous pouvez survivre. Et en fait, la première observation qu'il a faite, c'est qu'en gros, il y a une diversité tellement énorme et aussi de pommes en fait, qui ressemblent énormément aux pommiers cultivés. Donc c'est ce qui lui a fait dire que potentiellement, Malus sieversii, qui était présent dans ces forêts, qui partage des traits morphologiques avec, par exemple, ici, des 2 variétés cultivées, est potentiellement l'ancêtre du pommier cultivé. Et ensuite, on a eu des données génétiques. Donc quand on a des données génétiques, on a différents types de marqueurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, il y a des marqueurs nucléaires et chloroplastiques. Et donc là, sur la base de marqueurs nucléaires, on arrive à regarder les relations d'apparentement entre des individus. Donc des niveaux d'apparentement génétique, par exemple, est-ce que vous êtes frère, père, mère, etc. Et ce type d'analyse, qu'est-ce que ça vous montre ? Ça vous montre plus ou moins les apparentements entre individus. Et ce qu'on voit ici, c'est que les individus jaunes et noirs ici, qui en fait sont domestica et sieversii, groupent ensemble, alors que les individus verts ici, sont sylvestris, forment un groupe séparé. Donc à l'époque, on s'est dit, ok, a priori, Malus domestica sieversii forme un même groupe, donc a priori, Malus sieversii est bien l'ancêtre du pommier cultivé. Mais il y avait aussi des hypothèses qui supposaient potentiellement qu'on avait d'autres contributeurs. Le scénario étant que Malus domestica est originaire de Malus sieversii en Asie centrale et qu'il a ensuite amené le long des routes de la soie jusqu'en Europe et que durant ces pérégrinations, on a eu contribution de différentes espèces sauvages. Donc tout d'abord Malus baccata, qui est le pommier sauvage sibérien. Ensuite, Malus orientalis dans le Caucase. Et un peu plus tard, quand les Grecs et les Romains ont amené le pommier cultivé en Europe, il y a environ 1500 ans, donc ça ne fait pas si longtemps que ça, on aurait eu une contribution de Malus sylvestris, qui est le pommier sauvage européen. Donc ces datations, elles ont été faites à partir de restes de pépins qu'on retrouve en Suisse. Donc à l'époque, on s'est posé la question, quelle est la contribution de ces 4 espèces sauvages ? Et pour ça, on utilise ce qu'on appelle des approches de génétique des populations, c'est-à-dire qu'on fait de la génétique à l'échelle de populations, c'est-à-dire qu'on regarde des populations, c'est des groupes d'individus. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a échantillonné pour chacune des espèces différents sites. Donc là, chaque point que vous voyez, un site, c'est 10 pommiers échantillonnés pour lesquels on prend des feuilles, on extrait l'ADN, on amplifie des marqueurs génétiques, et ces marqueurs génétiques nous permettent de retracer l'histoire passée des populations. Donc ces marqueurs ici, c'est ce qu'on appelle les marqueurs microsatellites, et il y en avait 26 à l'échelle du génome, qui ont été amplifiés donc, sur toutes ces espèces sauvages, et aussi sur 300 cultivars européens de pommiers cultivés. Donc,
Ici, on a typiquement une analyse quand vous faites de la génétique, de la même manière que si quelqu'un veut trouver l'identité d'un meurtrier sur une scène de crime, on utilise exactement le même type de marqueur. Là, c'est exactement le même principe. Et ce qu'on fait, c'est que nous, on n'a pas un meurtrier, c'est qu'on en a des milliers, et en fait, on veut savoir lesquels se groupent ensemble. Donc là, typiquement, c'est le type de bar plot qu'on obtient. Et un individu, donc là par exemple ici on est sur l'ensemble des variétés qu'on avait échantillonnées, un individu c'est une barre verticale qui a été génotypée pour les 26 marqueurs microsatellites. Et donc cet individu par exemple qui est moitié jaune et moitié vert, ça veut dire que, ici c'est une variété, cette variété elle est hybride avec le groupe jaune. Le groupe jaune qu'est-ce que c'est? Ici c'est le pommier sauvage caucasien. Et donc grâce à ces analyses on arrive à voir les niveaux d'échange de flux de gènes entre populations. Ça nous permet de dire ça, mais ça nous permet aussi de dire autre chose. Ça nous permet de savoir si, sans a priori, le nombre de groupes supposés sur la base de la morphologie sur le terrain sont réels d'un point de vue génétique. Et ce qu'on a vu, c'est que clairement, ce qui a été décrit comme Baccata domestica orientalis, ça forme, ce que vous voyez là, les gros blocs, des groupes génétiques différents. Ce qui n'était pas forcément attendu sur la base des données précédentes. Donc déjà, on a vu que c'était des groupes génétiques différents, donc des unités évolutives différentes. Et donc on a essayé de comprendre quelle était la contribution de chacun de ces groupes génétiques. Donc là, c'est exactement le même type d'analyse. À droite, vous allez toujours voir les individus sauvages qu'on avait pour chacune des espèces. Donc en l'occurrence, là, c'était les individus qu'on avait pour le pommier sauvage caucasien. Et à gauche, vous avez tout ce qu'on avait en tant que cultivé. Et nous, ce qu'on essaye de voir, c'est qu'est-ce qui est rouge dans le vert pour essayer de comprendre la contribution de chacune des espèces sauvages dans le pool génétique cultivé. Par exemple ici, cet individu-là, il est moitié rouge, moitié vert. Ça veut dire qu'en gros, c'est une variété qui est introgressée par le pommier sauvage ici. Et ce pommier sauvage, c'est le pommier caucasien. Donc ces analyses nous permettent d'estimer en fait la contribution de chacune des espèces sauvages au pool génétique cultivé. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'à chaque fois, on a fait ces analyses par paire. Et à chaque fois, on avait ici donc, le pommier sauvage caucasien. Là, on a le pommier sauvage d'Asie centrale, européen et sibérien. Et quelque chose qui nous a frappé directement, c'est qu'en gros, quand on prend ici, là à gauche, le pommier sauvage européen, on voit que les variétés cultivées, elles ont plein de rouge ici. Ce qui veut dire qu'en gros, on a une contribution majeure du pommier sauvage européen au pool génétique cultivé. Donc ça, pour nous, c'était ultra frappant parce que, bon, effectivement, il y a le progéniteur initial. Donc là, on a une domestication initiale. Mais ce qu'on voit là, en fait, c'est une contribution via des introgressions, des hybridations récentes. Donc on a essayé de creuser un peu plus ça parce que ce que vous voyez là, c'est le reflet des 100 dernières années. C'est la méthode qu'on utilise. Elle ne montre que des flux de gènes depuis les 100 dernières années. Du coup, on a comparé des modèles avec des méthodes de comparaison de modèles mathématiques, plein de scénarios de domestication qui supposaient différents types de flux de gènes, anciens, pas anciens, des flux de gènes entre certaines espèces, etc. Je ne rentre pas dans les détails, mais ce qu'on a montré, c'est que le scénario de domestication le plus probable était celui-ci, où il y a environ 100 000 ans, on a une divergence entre le pommier sauvage européen et le pommier sauvage d'Asie centrale. Ensuite, on a une divergence du pommier sauvage caucasien à partir du pommier sauvage d'Asie centrale, il y a environ 15 000 ans. Et il y a 10 000 ans, dans les montagnes du Tian Shan, on a une divergence, donc la domestication du pommier cultivé à partir de Malus sieversii. Et il y a 1500 ans, quand les Grecs et les Romains ont amené le pommier cultivé en Europe, on a une contribution du pommier sauvage européen au pool génétique cultivé. Donc ça confirmait ce qu'on avait vu dans les analyses précédentes. Donc si je fais un résumé de cette partie, ce qu'on montre, c'est qu'on a une domestication initiale du pommier en Asie centrale, qui a ensuite voyagé le long des routes de la soie, et on a une contribution plus tardive, mais aussi conséquente du pommier sauvage européen. Ce qu'on montre aussi avec les années, c'est qu'en fait, les autres espèces ont aussi beaucoup contribué. Donc, la contribution de Silvestris, elle a été validée par d'autres marqueurs. Après, maintenant, on fait des génomes complets. C'est aussi validé avec d'autres données. Et ce qu'on a montré, donc ce que je ne montre pas ici, c'est qu'on a une domestication aussi indépendante en Iran. Le pommier sauvage caucasien a aussi contribué de manière substantielle, et aussi le pommier sauvage sibérien. Donc on a une histoire de domestication complexe qui a fait intervenir beaucoup d'espèces, et liée aussi aux cultures locales.
Donc à l'époque, on s'est dit, oh, il y a beaucoup de flux de gènes, il y a beaucoup d'échanges sauvages vers cultivés, mais alors est-ce qu'on a beaucoup d'échanges des vergers vers les populations sauvages? Et est-ce que ces flux de gènes, en fait, peuvent menacer l'intégrité génétique du pommier sauvage, des pommiers sauvages locaux? Et est-ce qu'on peut perdre, en fait, in fine, cette espèce locale? Et donc, par les mêmes méthodes de génétique que je vous ai expliquées juste avant, on a montré qu'il y avait énormément en fait, de flux de gènes des populations, des vergers, vers les populations naturelles à l'échelle de l'Europe. Donc là, vous avez exactement le même type d'analyse que je vous ai montré avant. En jaune, on a le pool génétique sauvage. En noir, on a le pool génétique cultivé. Ce que vous voyez ici à droite, c'est exactement ce que je vous ai montré avant. On a les 300 variétés de Malus domestica. Et on voit qu'il y a plein de jaunes dedans. Et donc ça, c'est bien la contribution du pommier sauvage européen au pool génétique cultivé. Ce qu'on voit ici, là, c'était tous les échantillons qu'on avait obtenus via des appels à échantillonnage. Je remercie d'ailleurs les échantillonnages d'avoir aidé pour cette collection. Et ce que vous voyez, en fait, c'est qu'il y a plein de noirs dans le jaune. Ce qui veut dire qu'en fait, on a énormément de pommiers qui sont le résultat d'hybridation avec le pommier cultivé. Donc là, ici, on a moyenné ces niveaux d'hybridation avec le pommier cultivé. On voit qu'à l'échelle de l'Europe, il y a des hybridations partout, à l'exception ici de l'Italie, où on n'avait aucun hybride, sauf qu'en fait, nos échantillonnages étaient tout petits, et quand on augmente le nombre d'échantillons à l'échelle de l'Italie, on voyait très bien qu'on avait aussi des hybrides. Et en fait, on avait un échantillonnage très dense en France, donc ça nous a permis de tester quels étaient les facteurs qui pouvaient influencer ces introgressions. Et on montre clairement que plus on produit de pommes, et plus il va y avoir des vergers autour des populations naturelles, plus en fait ces populations naturelles vont être des hybrides introgressés par le pommier cultivé. Bon, ce qui est assez intuitif, mais en fait, in fine, pour nous, on était assez contents. Non, on n'était pas super contents de trouver ça, mais en tout cas, on l'avait prouvé significativement. Et donc, in fine, on s'est dit, OK, il y a plein d'hybrides, mais peut-être qu'en fait, ils ne survivent pas dans la nature et qu'en fait, il n'y a pas de souci pour le pommier sauvage sur le long terme. Donc, ensuite, on a voulu tester quelles étaient les conséquences sur le long terme pour le pommier sauvage. C'est ce qu'on appelle tester s'il y a des conséquences adaptatives, donc en termes d'adaptation. Donc, pour ça, on est allé à Dourdan. À Dourdan, il y a plein de pommiers sauvages. On a échantillonné plein de pommes, on a épépiné les pommes et on a fait pousser en conditions contrôlées les pépins, on a mesuré leur taux de croissance, on a mesuré aussi leur taux de germination et on les a génotypés pour déterminer si c'était des hybrides, des sylvestris ou alors des domestica. Et ce qu'on montre en regardant ces taux de croissance, c'est que les hybrides, donc pommiers sauvages, pommiers cultivés, ils vont germer plus tôt et ils vont grandir plus rapidement. Ce qui veut dire que dans un milieu naturel, a priori, un hybride quand même va être plus compétitif qu'un pommier sauvage et qu'in fine, potentiellement, donc je prends des pincettes quand je dis ça, in fine, potentiellement, le pommier sauvage peut être menacé par ces hybridations. Donc à l'époque, c'était des résultats, un programme de recherche qu'on faisait avec l'Office national des forêts et l'Association française d'agroforesterie dans le but de mettre en place des programmes de conservation, en particulier pour déterminer un statut officiel de conservation pour le pommier sauvage. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de flux de gènes des pommiers cultivés, des vergers vers les populations sauvages, qu'ils sont influencés par les activités anthropiques, et en plus on a des potentielles conséquences adaptatives. Donc à l'époque, on s'est dit qu'il était temps de mettre en place des programmes de conservation. Sauf que pour mettre en place des programmes de conservation, il faut bien connaître la diversité génétique de votre espèce. Du coup, pour ne pas faire un peu n'importe quoi, c'est-à-dire introduire une population qui vient du nord de la Scandinavie dans le sud de l'Europe, si on voit qu'il y a des différences génétiques, ça ne fait aucun sens. Donc l'idée, c'était de connaître la diversité génétique de notre espèce pour essayer de mettre en place des programmes de conservation, ce qu'on appelle raisonnés. Et donc sur la même base des marqueurs microsatellites que je vous ai montré tout à l'heure, on montre que chez le pommier sauvage européen, on a 5 groupes génétiques, donc 5 populations, un en Scandinavie en bleu, un en Europe de l'Est, un en Italie et 2 en France ici qui sont très proches génétiquement. Alors nous, d'un point de vue conservation, c'est très intéressant parce qu'on sait maintenant qu'il y a 5 unités génétiques qu'il faut conserver, mais aussi d'un point de vue compréhension des processus de diversification chez les arbres fruitiers, c'est intéressant parce qu'on sait que ces patrons de structuration génétique qu'on voit chez plein d'espèces tempérées, c'est le résultat des changements climatiques passés. Donc pour nous, d'un point de vue fondamental, c'était aussi très intéressant. Donc quand on a su qu'il y avait 5 populations à aller protéger, du coup on est reparti sur le terrain. On a été en Roumanie, en Autriche, en France avec les croqueurs de pommes et beaucoup de partenaires. On reçoit aussi beaucoup de pépins
de la société, par aide des bénévoles en fait, qui aident énormément en fait sur ces projets. Hein. On ne peut pas tout échantillonner tout seul, c'est impossible. Donc j'en profite pour les remercier d'ailleurs. Et ensuite, en fait, à partir de ces pépins, on a décidé de mettre en place un verger conservatoire expérimental de pommiers sauvages sur Paris-Saclay. Donc vous voyez, il y a beaucoup de partenaires impliqués, dont la Diagonale qui aide carrément sur les programmes de médiation scientifique. Et l'idée de ce verger, c'est de faire pousser ces 5 groupes génétiques et de répondre à des questions de recherche. Alors là, c'est le schéma du verger. Donc vous avez les pommiers au centre. Autour, vous avez une haie bocagère qui inclut des espèces locales qui fructifient tout au long de l'année. Et ensuite, vous avez une prairie qu'on a semée 2 fois. Et en fait, l'idée, c'est de permettre à la faune la faune et plutôt les insectes locaux de recoloniser le site sur place qui était plutôt des parcelles agricoles. Donc en octobre 2019, on a planté plus de 2000 pépins. Ça a été juste avant le Covid, ça nous a fait les bras, on va dire ça comme ça. En 2020, donc, ils ont aussi vécu le confinement, ils l'ont très bien vécu de leur côté, puisqu'il y en a certains qui faisaient plus de 2 mètres de haut. Donc quand on est revenu dans la serre, on n'arrivait même plus à y en sortir en fait. Et en novembre 2020, on a planté donc, le verger, donc à la fois avec des chercheurs, les membres de l'équipe, des personnes en insertion et en handicap, des boîtes locales. Il y a aussi Yann Arthus Bertrand qui était venu planter le premier pommier sur le site. Et donc le but en fait de ce site, pour nous, c'est clairement une station expérimentale pour comprendre l'impact du climat sur les arbres fruitiers et aussi l'émergence de nouveaux ravageurs et pathogènes, mais aussi de fournir des greffons pour les programmes de conservation avec l'Office national des forêts et l'Association française d'agroforesterie. D'ailleurs, on prévoit de faire des réplicas de ces vergers à travers la France. Et le dernier point sur lequel on travaille beaucoup, c'est sur faire un site de médiation scientifique pour sensibiliser au changement climatique et à l'enjeu de conserver la biodiversité. Et qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ce sont les ressources génétiques. Donc ça, c'est un programme qu'on fait carrément à fond avec la Diagonale. Donc il y a eu des panneaux qui ont été mis sur le site, des livrets pédagogiques, des animations qui auront lieu d'ailleurs à la Fête de la Science le 5 et 7 octobre. Donc si je peux conclure, en gros, vous voyez que la domestication du pommier, c'est une histoire complexe qui a fait intervenir beaucoup d'espèces. On voit qu'on a des introgressions du pommier cultivé vers les populations naturelles et qui menacent le pommier sauvage à l'heure actuelle. Ces introgressions, elles sont favorisées par les activités humaines et que des programmes de conservation sont en cours. Alors, je parle pour l'Europe, mais en fait, c'est le cas dans différentes régions pour les différents pommiers locaux. Alors, les moyens sont plus ou moins élevés. Et juste pour conclure, donc, vous voyez que la domestication, l'agriculture, les activités humaines ont un impact sur notre vie de tous les jours, et en particulier en termes de culture. On a favorisé la monoculture, en général depuis les 50 dernières années, ce qui a favorisé l'émergence de nouveaux pathogènes, de nouveaux parasites. Et en fait, maintenant, on est plutôt en train de revenir à ce que proposait Vavilov, c'est que la diversité génétique, les flux de gènes, à l'intérieur des compartiments cultivés, mais aussi cultivés sauvages, c'est la clé si on va avoir une agriculture résiliente, alors qui ne sera pas forcément aussi performante que ce qu'on a à l'heure actuelle, mais au moins qui pourra être résiliente, surtout face aux changements globaux qui nous attendent. Voilà, merci beaucoup pour votre attention, et je voulais remercier toutes les personnes qui ont été impliquées, toutes les personnes et toutes les personnes qui ont financé ces projets. Et je serai contente de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Et voilà, maintenant on va entrer dans la partie discussion avec vous. Est-ce qu'il y a déjà des questions dans la salle? Oui, là-bas. Et vous voulez rester? Oui, bon, ça marche, même avec le masque. Merci pour cette présentation. C'était un voyage culinaire, on va dire. Donc, ma question va peut-être vous surprendre, mais j'aurais aimé savoir, est-ce que vous avez goûté toutes ces pommes pour en fait savoir si les goûts
ont beaucoup évolué, c'est-à-dire est-ce que finalement il y a une variété très grande, voilà, de goût? Oui, j'ai pas mal goûté ces pommes et c'est pas le même effet le lendemain, on va dire. Les pommes sauvages, par exemple, d'Europe, enfin, en général, on va faire de la compote avec, mais c'est plus des pommes à cidre en fait. Elles sont ultra astringentes, enfin, on peut pas vraiment. On peut en manger une ou deux, mais on va pas en manger 10 000. Après, dès qu'on va plus en Asie centrale, du coup, on peut choisir nos pommes parce que y a des arbres qui ont des petites pommes, des arbres qui ont des. Comment on appelle ça en français, c'est des chairs rouges. Ça, c'est en Iran, c'est pareil. Et en fait, il y a clairement un syndrome. Nous, on appelle un syndrome de domestication en termes phénotypiques. Quand on compare tout ce qui est déjà les Golden Delicious standards, mais aussi tout ce qui est variété ancienne et pommes sauvages, par exemple, pommiers sauvages européens. Par contre, en Asie centrale, les communautés locales mangent la pomme locale. Donc en fait, in fine, on a un syndrome de domestication, mais qui ne serait pas aussi marqué que ce qu'on voit par exemple chez la théocinthe ou le maïs, où là clairement on voit, la théocinthe, on ne peut pas la manger, ou rarement, alors que chez les pommiers, tout ce qui est Asie centrale, Iran, aussi Middle East, on peut les manger. Donc il y a eu des changements, mais ils ne sont pas si marqués que ça comparé à ce qu'on peut voir chez les céréales par exemple. Une deuxième question, donc j'imagine que là, votre projet, il est clos, c'est-à-dire que vous êtes arrivé à une conclusion, c'est-à-dire que vous avez trouvé une signification à ce que vous cherchiez. L'avantage des recherches, c'est qu'en fait, on trouve toujours des questions. Donc, en fait, c'est que le début. En fait, donc nous, on passe à une autre phase où en fait, l'idée aussi d'avoir des sites comme ça, c'est là, on a repéré des populations. On ne sait pas du tout si elles sont adaptées à différents climats. On ne sait pas du tout leur réponse au climat. On ne sait pas quel est les différents types de pommes qui sont produites, comment elles vont répondre aux ravageurs. On n'en a aucune idée, que ce soit d'un point de vue physiologique, génétique. On ne sait pas du tout les gènes impliqués, comment les populations naturelles s'adaptent à leur environnement. Parce que là, j'ai parlé beaucoup du pommier cultivé, mais nous, on essaie aussi de comprendre ce qui se passe chez les espèces sauvages. Donc, il y a plein de questions qui s'ouvrent là-dessus, en fait. Donc, en fait, ça a ouvert beaucoup plus de questions que ça n'en a. Mais je n'avais pas fini. En fait, je voulais savoir si vous êtes une spécialiste de la pomme, c'est-à-dire si vous allez rester tout le temps avec la pomme. Alors non. Alors mon modèle fétiche, oui, c'est la pomme, mais en fait, c'est plutôt en général des arbres. Donc après, j'ai toujours travaillé sur les arbres fruitiers surtout, les figuiers. Là, je bosse sur les abricotiers, les amandiers. Aussi les pivoines, donc c'est pas du tout des fruitiers, mais ouais, je suis très attachée aux arbres en général, qui sont des super modèles en évolution en fait. Il y avait une question. Bonjour. Je vais me présenter pour commencer. Je m'appelle Olga Kiseleva. Je suis aussi une artiste qui travaille avec les arbres. Et notamment, j'ai eu la chance de passer les 2 mois cet été dans les montagnes de Tian Shan, dans les forêts de pommes, avec les scientifiques de l'Asie centrale, qui sont aussi très, très préoccupés par la question de disparition de cette pomme, de mélange de ces pommes avec les pommes domestiquées, et qui je les ai vus faire, ont examiné arbre par arbre les forêts entières pour déterminer ce qui arrive à ces pommes. Il y a d'autres problèmes, il y a des insectes, tout ça. Voilà. Donc, effectivement, j'ai entendu beaucoup d'hypothèses et des voies à suivre. Et je voulais savoir, donc, si j'ai bien compris, votre conclusion, si on peut dire, c'était qu'il y a ce danger de perte de biodiversité, non seulement des arbres, mais aussi toute la biosphère qui les suit. Et je voulais savoir si vous aviez comme ça déjà formulé ou pensé à des pistes d'action qu'il fallait entreprendre pour aider cette biodiversité à se préserver. Merci.
Merci, très bonne question. Oui, alors en fait, il y a pas mal de pistes en termes. Alors après, ça dépend vraiment des pays dans lesquels on veut implémenter ces programmes. C'est-à-dire que nous, par exemple, sur les pommiers sauvages, la conservation in situ, ce qui est plus intéressant parce que justement, il y a toutes les interactions avec la faune, la flore au niveau de la communauté. C'est compliqué d'un point de vue, on va dire, logistique, manque de personnel, etc. Enfin, il faut des gens sur le terrain qui puissent s'occuper des populations, les suivre. Et du coup, ex situ, en général, enfin, c'est pas plus simple, je n'irai pas jusque-là, mais c'est une autre solution, en fait. Après, par exemple, en Asie centrale, ils ont des sacrés problèmes parce qu'ils font face à la fragmentation des habitats, surtout depuis quelques années, une dizaine d'années, la Almaty, c'est la cata. Enfin, vraiment, ils rasent tout. Parce que on a un peu du mal à comprendre parce que c'est un peu la pomme, c'est l'emblème voilà, de leur capitale. Et après, dans ces pays, on a beaucoup discuté avec des collègues pour mettre en place ce type de programme de conservation, ne serait-ce que faire des vergers conservatoires, etc. Et c'est plus difficile, en fait, en termes de moyens. Donc, ce qu'on a comme moyens à l'heure actuelle, c'est pas facile. Je dirais que je voudrais être optimiste. Il y a ces programmes ex situ. In situ, il y a la Société française d'écologie qui fait des appels à projets, par exemple, mais c'est pas si simple. Moi, j'aurais une question qui va un peu prolonger celle-là, qui est la mise en œuvre de solutions. Et dans ce que ce que vous aviez écrit, que j'avais lu et que vous avez redit ce soir, qui est qu'il faut faire attention à ne pas planter dans le sud un pommier sauvage qui normalement habite au nord, enfin en tout cas de mélanger de manière inattentive les différentes espèces sauvages. Mais est-ce que dans vos recherches, il y a aussi l'idée d'aboutir à accompagner l'évolution des pommiers sauvages et domestiques par rapport au changement climatique? Je pense, s'il fait plus chaud, peut-être que pour le coup, on laisse les pommiers nordiques là où ils sont et on aide les pommiers sudistes à envahir le nord. Donc je voulais savoir si ce type de solution vous apparaît raisonnable ou un peu démoniaque. De mon point de vue, comment dire, c'est ce qu'on appelle la migration assistée et je dirais que c'est un sujet à débat. Moi, personnellement, je ne suis pas forcément pour la migration assistée parce qu'en fait, in fine, même si on assiste, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Donc j'aurais tendance à dire que bon, la nature est assez résiliente. Certes, les changements sont assez rapides, mais la migration assistée, c'est un peu... On joue aux apprentis sorciers. Mais il y a des débats là-dessus et je pense que sur certains modèles d'études, on a beaucoup plus de connaissances qui nous permettent quand même de prendre certaines décisions, mais il vaut mieux pas aller trop loin là-dedans. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je pense, parce qu'en fait, la plupart du temps, on ne sait pas trop ce qu'on connaît sur l'écologie des espèces. Et qui nous dit que si on met une certaine population à un endroit, on ne va pas perturber l'équilibre local. Donc ça, il y a pas mal d'études et je ne suis pas l'experte là-dessus, mais c'est vrai que la migration assistée, c'est un hot topic dans notre domaine, on va dire ça comme ça. Et moi, en tout cas, en termes de pommiers, je vois ce qu'on a mis là. Il y en a qui viennent de Roumanie, de partout, enfin d'Europe. On parle surtout des Roumains parce que le climat est très différent. Ils résistent quand même, quoi. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une sacrée résilience. Après, il faut garder quand même un minimum des tailles de population viables. Et c'est le problème qui se passe en Asie centrale. C'est que voilà, il y a plus du tout de population. Elles se confondent en plus avec le pommier domestique. Donc il y a plein de flux de gènes. Mais pour moi, c'est une question tout à fait intéressante parce qu'il me semble que dans une partie du discours, en tout cas, il y a l'idée il faut planter des arbres. Bon, d'accord, mais du coup, l'enfer est pavé de bonnes intentions, quoi. De créer de créer d'autres désordres avec plein de bonne volonté. Donc, disons qu'après, faut être conscient de ce qu'on fait. Après, si on plante des arbres, moi je vois avec le verger, la biodiversité va venir recoloniser. Donc il y a des plus, il y a des moins. Il faut juste bien avoir conscience de ce qu'on plante, comment on le fait. Et là, c'est plus pour la question de biodiversité. Après, planter des arbres, par exemple, pour essayer de contrecarrer le changement climatique, vous pouvez discuter avec beaucoup de gens, ou même contrecarrer, par exemple, l'empreinte carbone. On sait très bien que ça suffit absolument pas. Ça, c'est sûr que
pour remplacer un aller-retour, juste une personne, Paris-New York, même planter des arbres sur tout le Sahara, c'est pas suffisant. Donc, et à chaque aller-retour. Alors du coup, on n'est pas rendu. Mais voilà, après, ça dépend vraiment, en fait, le but. Et après, quand ça vient dans des écosystèmes ou des forêts, alors je parle même pas des forêts tropicales, mais je pense que c'est une question qui est compliquée. Je sais même pas s'il y a vraiment une réponse. Mais et je passe la parole parce qu'il y a quelqu'un qui... Voilà. Donc Vavilov avait fait cette banque de graines, le premier à faire la banque de graines. Vous faites une banque de gènes, ce qui est encore une autre étape. Donc est-ce qu'il y a aussi cette idée dans l'idée de conservation, de pouvoir conserver un pool beaucoup plus large avec une potence, parce que finalement les pommiers domestiques, c'est des choses sur lesquelles qui sont faites plus ou moins spontanément, mais aussi où l'être humain est intervenu. Donc est-ce que cette idée de revenir à partir d'une banque de gènes, de revenir à un pommier 3 tonnes de guillemets originel, potentiellement dans le futur, est quelque chose qui vous paraît de l'ordre de l'histoire qu'on se raconte, ou de quelque chose qui peut avoir une utilité potentielle? Dans tous les cas, en fait, nous, chez les arbres, on parle souvent de faire des vergers conservatoires, parce que le problème, c'est que si un jour on a besoin de la diversité génétique, il faut qu'on attende 20 ans une fois qu'on a mis les pépins. C'est pas comme les céréales, en fait. Les céréales, on va semer et après on va voir la plante l'année suivante. Chez les arbres, déjà, il y a tout cet intérêt de conserver sur le long terme des banques vivantes. Après, repartir au pommier original, après, c'est vraiment une question de perception, parce que, je veux dire, les populations locales, avant, le pommier cultivé, il est arrivé il y a 1500 ans en Europe. Bon, après, c'est grosso modo. Mais ça veut dire que, jusque-là, on consommait des pommes sauvages. Donc après, c'est aussi une question d'habitude. On faisait du cidre avec. D'ailleurs, en Asturie, ils font du cidre avec les pommes sauvages. On voit d'ailleurs que leurs variétés cultivées sont ultra proches du pommier sauvage européen. Donc après, je pense que c'est aussi une question de culture. Et moi, je me dis, le jour où il y a des pommes dans mon verger, j'essaierai de faire du cidre et repartir effectivement vers le pommier sauvage. Il faut le voir aussi comme une source de gènes potentiellement pour améliorer. Alors c'est souvent mal vu, améliorer, mais c'est aussi pour potentiellement trouver des gènes qui peuvent permettre de s'adapter au climat, parce que ces groupes génétiques qui sont à travers des climats différents, on suppose qu'a priori, il doit y avoir des combinaisons d'allèles qui leur permettent de s'adapter. Mais ça, on en sait rien. C'est justement le type de questions auxquelles on veut répondre, en fait. Pour l'instant, c'est pas du tout. Là, c'est bon. Non, c'était sur le pommier originel, pour signaler un documentaire que vous connaissez peut-être qui s'appelle L'origine de la pomme, justement, de Catherine Pex, et qui est hyper bien fait, qui est un peu une enquête au Kazakhstan pour essayer de trouver le pommier originel. Et voilà, je le recommande. J'ai 2 autres questions, et puis après, parce que je vois le temps qui file, mais il y a une question, dans les rencontres laser, on parle beaucoup de collaboration. Et je vois que vous travaillez en citizen science, donc avec la participation du public. Alors moi, je le savais pour les galaxies, mais je ne le savais pas du tout pour les pommiers. Et la question, c'est c'est toutes sortes de gens, d'organismes, d'associations qui participent. Est-ce que vous avez déjà eu des collaborations avec des artistes, ou est-ce que vous envisagez, ou est-ce que c'est quelque chose qui ne s'est pas encore présenté? Alors oui, nous on cherche justement des artistes pour faire passer aussi nos messages, parce que c'est vrai qu'on passe par la médiation scientifique, mais bon, on a toujours aussi même si on passe par des outils qu'on apprend grâce justement à la diagonale de médiation, c'est vrai que l'art c'est clairement un autre moyen en fait de faire passer notre message. On a essayé de faire des projets avec des BD, mais ou même bon là c'est des MOOC, donc c'est pas... Ça dépend, c'est discutable, c'est peut-être pas de l'art. Mais effectivement, nous, on est super intéressés à faire aussi des projets artistiques. Mais pour l'instant, donc, on a plus fait ça avec des champignons pour faire construire des objets avec des mycéliums de champignons. Bon, voilà. Mais avec les pommiers, nous, on est toujours très intéressés. Et puis c'est vrai qu'il y a pas mal de projets artistiques autour de la pomme. Et c'est vrai que moi, clairement, ça nous intéresse tout le temps.
Et ma dernière question, ça sera de vous faire réagir à ce projet de Joe Davis. Donc Joe Davis est un artiste américain qui travaille en bioart depuis 40 ans et qui a fait ce projet justement sur Malus Inersis qui s'appelle Manus Ecclesia, qui est un projet qui date de 2013 et qui était d'insérer dans le génome, dans l'ADN de la pomme, la totalité de Wikipédia comme emblème du savoir contemporain, et qui était aussi une référence à George Church, qui est ce scientifique américain qui est un des premiers à avoir travaillé sur la biologie de synthèse et sur le génome de Malus Siversi. Donc je voulais savoir si c'est quelque chose qui vous paraît complètement saugrenu ou intéressant, ou d'avoir un petit peu votre réaction par rapport à ce type de projet. Le projet à l'heure actuelle n'est pas accompli, n'est pas réalisé. Moi, en fait, ça m'intéresse toujours, les projets artistiques, et je serais très curieuse de discuter avec lui comment il a eu cette idée. Mais non, l'idée me paraît super intéressante, c'est de valoriser en gros plusieurs recherches en lien avec la pomme. C'est vrai que moi, je suis quand même loin de ces thématiques, mais du coup, j'ai pas mal exploré son travail, et enfin, je serais super heureuse de savoir comment ce projet a émergé dans sa tête. Alors ça, je vous le dirai après. Parce que maintenant, sauf s'il y a une autre question, on a encore 30 secondes, voilà, une autre question, et après, on passera à l'intervenante suivante. Merci. Merci pour votre présentation qui était très claire. Donc, je suis Jean-François Gégaud, je suis chercheur en hybridation, mais entre l'art et la réalité virtuelle, donc un autre domaine. Ma question, en fait, elle porte sur le fait que vous avez montré que, du coup, les différentes variétés de pommes hybrides, c'est accéléré par l'homme, a priori. Je voulais savoir si vous avez pu quantifier, même de façon pas forcément précise, mais l'influence de ce que la nature fait déjà, c'est-à-dire les pollinisateurs, les oiseaux, le vent. Enfin, est-ce que même si l'homme n'avait pas une certaine influence, on n'a pas de fait, sur une temporalité peut-être plus longue, une hybridation qui va être opérée? Si, en fait, en gros, chez les arbres, enfin pas uniquement les pommiers, on sait que de toute façon, les hybridations, c'est un peu le driver de leur évolution, et c'est ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que justement, ça fait qu'on a une divergence qui est beaucoup plus lente que chez d'autres modèles. Et oui, en fait, nous, ce qu'on voit en termes d'impact de l'humain sur les pommiers, c'est vraiment le fait d'avoir pris des pommiers qui étaient intéressants, on les greffe et on les maintient par greffage. Et effectivement, après, ça n'empêche pas qu'un pollinisateur qui vient entre la forêt et le verger va faire son... Et c'est pas l'impact de l'humain. L'impact de l'humain vient à le fait d'amener en fait les pommiers. Et après, les flux de gènes sont... Alors c'est assez généraliste, hein, du coup, tout le cortège de pollinisateurs peut venir polliniser un pommier. Hein. Donc après, en termes de population naturelle, on connaît plus ou moins si c'est des pollinisateurs généralistes. Après, il y a aussi la dispersion des graines, enfin des pépins, pardon. Et ça, c'est généralement les sangliers, les cervidés. Donc, on connaît très bien, et c'est du même niveau, en fait. Il y a des flux de gènes cultivés sauvages qui sont drivés par les humains, mais globalement, c'est le même niveau entre population sauvage naturelle et population cultivée naturelle. Donc, globalement, les flux de gènes, c'est plutôt du local, enfin, si je comprends bien. Alors ça, on peut l'estimer. On estime qu'un pommier, il peut disperser la distance de dispersion jusqu'à 1 km à la ronde. Alors c'est comme ça qu'on détermine où est-ce qu'on peut faire des vergers pour éviter aussi de créer des flux de gènes avec des populations qui ne sont pas locales. C'est de vérifier qu'il n'y a pas de population sauvage autour, à minimum 1 km à la ronde. Merci. Merci beaucoup, Amandine. Alors, merci beaucoup. Donc...